Bonjour à tous et à toutes. Je me nomme Nicolas Berger et peut-être que certains d'entre vous me connaissent vis-à-vis de l'acupuncture Tong. Peut-être grâce à mon premier ouvrage, Technique d'acupuncture de la famille Tong, ou bien plus récemment grâce aux interventions que j'ai faites pour la plateforme Tong Research et l'Université populaire. Je suis pourtant venu aujourd'hui vous parler de toute autre chose. Je suis venu vous parler de pharmacopée chinoise et non pas d'acupuncture. Il existe cependant, à mon sens, un parallèle entre ces deux pratiques. Ce sont des modèles qui m'ont personnellement réconcilié avec la médecine chinoise, tant ils m'ont permis de comprendre en fait et de m'adapter à la réalité clinique des patients. En tant que thérapeute, nous cherchons des solutions pour parfaire nos pratiques et obtenir de meilleurs résultats. Nous voulons des méthodes plus efficaces, plus directes, mais surtout moins théoriques. Nous souhaitons également des cours qui nous placent dans les conditions de la pratique clinique et qui nous permettent de réellement maîtriser nos outils de diagnostic et de traitement. Pour mon étude de la pharmacopée, c'est la formation proposée par Philippe Sionneau, formation supérieure en pharmacopée chinoise, qui a joué ce rôle. Une formation à laquelle je suis heureux de participer et que j'aimerais vous présenter un peu plus. Si vous vous demandez comment aborder et apprendre la pharmacopée chinoise, que vous cherchez à améliorer vos résultats cliniques, ou bien que vous êtes curieux et que vous vous demandez ce que sont ces satanés Jingfang, prescriptions classiques dont tout le monde parle, je me propose de vous présenter en quelques minutes l'utilisation de la pharmacopée chinoise selon la lignée des docteurs Hu Xishu et Feng Shelun. C'est parti. Traiter efficacement en pharmacopée grâce à la lignée du docteur Hu Xishu. L'idée est en fait ici de vous faire découvrir au travers d'un cas clinique la méthode d'utilisation singulière de la pharmacopée chinoise de ce style. J'ai en réalité basé cette présentation sur le modèle pédagogique employé au sein de la formation supérieure en pharmacopée chinoise, afin de vous faire découvrir notre pédagogie. Avant de commencer, que sont les Jingfang, les prescriptions classiques? En réalité, sous ce terme de Jingfang se cache un ensemble de pratiques diverses et variées. Il existe en fait plusieurs courants, plusieurs manières de comprendre l'utilisation de la pharmacopée, mais qui ont toutes un point commun, c'est celui de l'étude du Shanghan Zabinglun, qui est en fait un texte à la base composé de deux textes qui sont plus connus que sont le Shanghanlun et le Jinghui Yaolue. Les courants divergent quant à leur compréhension et quant à l'application clinique de ces deux textes, que ce soit donc le diagnostic ou le traitement. Il y a donc plusieurs approches des Jingfang. Pour clarifier encore un peu plus ce terme, je profite au passage de dire que par exemple le terme Jingfang est en fait un terme qui s'oppose par exemple au Hanfang, qui est un style qui décrit en fait une manière de prescrire où l'on emploie des prescriptions plus modernes ou tout du moins postérieures au Shanghanlun et au Jinghui Yaolue. Donc Jingfang en réalité c'est pas un terme si classique que ça, mais voilà, je ferme la parenthèse. Maintenant, je vais vous présenter les spécificités de la lignée du docteur Hu Xishu, notamment la plus grande, en fait, celle qui fait que on peut réellement le distinguer d'autres courants, c'est sa lecture du Shanghanlun. En réalité, ces experts, donc à la suite de Hu Xishu, son maître avant lui, mais à la suite de Hu Xishu, donc ces experts considèrent ces textes, Shanghanlun, Jinghui Yaolue, à la fin je vous promets que vous allez y arriver vous aussi, ces experts considèrent le texte comme ayant évolué en fait en parallèle du Huangdi Neijing, Su Wen et Ling Chu. Ils considèrent en réalité l'œuvre de Zhang Zhongjing, le Shanghan Zabinglun, comme une entité autonome. Cette lecture, qu'elle soit historiquement réaliste ou non, on va laisser le débat aux historiens, présente en réalité un avantage. C'est celui de comprendre le Shanghanlun pour lui-même et de se restreindre pour notre plus grand bien à l'étude de ce texte fondateur. Voilà, vous avez une idée un peu plus générale de ce que sont en fait
les Jingfang et notamment du point de vue de la lignée du docteur Hu Xishu. Désormais, si vous le voulez bien, voyons comment celle-ci peut être utile pour améliorer votre pratique. Je vous propose d'abord de voir le plan de la présentation. Il va se dérouler ainsi. En fait, dans une première partie, je vais faire apparaître devant vous un cas clinique. La présentation donc d'un cas clinique. En tant que thérapeute, je vais vous demander à la fin de la lecture de ce cas clinique de mettre la vidéo sur pause et de réfléchir avec vos outils à la manière dont vous pourriez traiter vous-même ce patient grâce à l'utilisation de la pharmacopée chinoise. Si vous n'avez pas idée de comment prescrire, laissez-vous tout simplement guider et poursuivez l'écoute de cette vidéo, d'accord? Maintenant, dans une seconde étape, je vous expliquerai comment, du point de vue de cette lignée, on émet un diagnostic et ensuite un traitement approprié à la situation clinique du patient. Nous verrons également les résultats. Enfin, dans une troisième partie, je vous expliquerai la logique inhérente à ce système pour que vous puissiez appréhender la matrice de pensée qui se cache derrière la prescription de ces formules. Si vous êtes prêts, on démarre maintenant. Voici la présentation du cas clinique. Une femme de 50 ans. Après avoir transpiré toute la journée à cause d'un temps très chaud, la patiente prit froid le soir avant de se coucher. Au réveil, ses deux jambes sont douloureuses. Elle a aussi des vertiges, une lourdeur du corps, une soif, mais pas de transpiration. D'accord? Elle prit un comprimé d'une combinaison d'aspirine, de phénacétine, un analgésique, et de caféine. Et 1 heure après, elle souffre d'une transpiration profuse et incessante, avec fièvre persistante, sans aversion au froid, et plutôt une aversion à la chaleur. Sans aversion au froid et plutôt une aversion à la chaleur. Elle a aussi une sensation subjective de chardon ardent dans la bouche, une soif importante. Son enduit est blanc, le pouls est glissant, roi et rapide, chaud. D'accord? Donc je vous propose de mettre pause maintenant et de réfléchir par vous-même avec les éléments dont vous disposez, qui sont amplement suffisants pour émettre un diagnostic. Je vous propose donc de nous donner votre diagnostic, vos principes de traitement et votre prescription. Mettez pause, allez-y, et on se retrouve dans une seconde. Donc voilà, normalement la seconde est passée. Vous, normalement, c'est quelques minutes. Et donc, nous allons voir ici le diagnostic, donc la réponse finalement, le diagnostic qu'a émis le thérapeute. Donc le diagnostic du thérapeute est un Yangming avec des lésions des liquides. Si ça vous paraît étrange, ou si, puisqu'en fait c'est un système, comme je disais, à part entière, ne vous inquiétez pas, tout à l'heure, on va étudier ce que l'on considère être un Yangming, d'accord? Le traitement donné par le thérapeute est Baihuja Zhenshentang. Une formule qui est composée de Zhemu, Shigao, Zhegangsao, Gengmi et Zhenshen. D'accord? Donc ça, voilà, ça c'est la manière en fait dont on va vous faire pratiquer dans cette formation. C'est-à-dire que donc, normalement, vous aurez déjà tout un ensemble de connaissances, c'est-à-dire on ne vous fait pas des cas cliniques comme ça sans que vous ayez la théorie fondamentale. Mais une fois que vous avez maîtrisé cette théorie fondamentale, on va vous nourrir en fait de cas cliniques comme ça et vous faire réfléchir à tout ça. Mais on y reviendra. Qu'est-ce qui s'est passé donc avec cette prescription? Quel est le principe de traitement d'abord? Dans un premier temps, cette prescription a pour but de clarifier la chaleur du Yangming, d'accord? Et d'engendrer les liquides. Et donc, à l'intérieur de cette prescription, on retrouve deux formules, Shigao et Zhenshen. À votre avis, quel est ici, si vous connaissez la pharmacopée chinoise, le produit qui engendre les liquides? Est-ce Shigao, est-ce Zhenshen ou est-ce les deux?
Pour répondre à cette question, en fait, je vous renvoie à la lecture d'un de mes précédents articles disponibles sur le site siono.com qui vous expliquera en détail l'utilisation de Sheng Shigao dans ce courant spécifique, dans cette lignée. Et ça vous permettra de mieux comprendre l'idée de cette prescription. Mais au fur et à mesure, vous aurez quand même la réponse à la fin de la vidéo. Donc, voyons désormais les résultats cliniques de cette prescription, les résultats cliniques. Après une journée de traitement, la transpiration stoppa, la soif diminua, la fièvre disparut. On lui prescrivit une journée supplémentaire pour consolidation. Donc en fait ici c'est l'avantage de cette formation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, tous les cas cliniques en fait qu'on va vous donner, que nous allons vous présenter, sont des cas cliniques de maîtres, ayant réellement existé. C'est pas qu'on a inventé, c'est que ce sont des cas cliniques qui ont été répertoriés en fait. Ils ont été compilés et ensuite traduits par Philippe grâce aux différents ouvrages que nous possédons de cette lignée. Et tout ceci vous sera proposé sous forme d'exercice après l'étude théorique du diagnostic et des formules. Je profite de faire un petit aparté ici. Souvent, on a tendance à considérer la pharmacopée comme ayant des effets assez lents ou la médecine chinoise comme ayant des effets assez lents. Vous voyez que c'est en fait pas du tout vrai, que la pharmacopée, la médecine chinoise de manière générale, mais la pharmacopée est également très utile et adéquate si elle est bien employée pour traiter des situations aiguës, urgentes et avec des résultats quasi immédiat, c'est-à-dire qu'on a donné une journée de traitement et on a réussi à régler le problème de la patiente, d'accord? Donc il y a ce type de résultat et ce type de résultat est à votre portée de main au travers de formations comme celle-ci qui sont pratico-pratiques, d'accord? Bien, tout ça c'est magnifique. Maintenant, on va passer surtout, et c'est là l'essentiel, c'est comment est-ce que ça fonctionne? Quelle est en fait l'explication de la logique de ce système? Donc, traité avec les Jingfang, explication. Donc, une des particularités de ce système, de cette lignée, est que l'on comprend ce que l'on nomme en fait les Liuejing, les Sijing, les 6 canaux, comme des systèmes. Nous entendons ici par système une localisation de la pathologie, mais aussi une symptomatologie qui est décrite au travers de l'œuvre du Shanranlun et du Qinghui Yaolue. Voici donc, là je vous propose de découvrir ces 6 localisations. Nous avons tout d'abord ce que l'on appelle en fait un taiyang, une surface yang. Ensuite un interne yang, un yangming. Ensuite un mi-externe, mi-interne yang, qui est un shaoyang. D'accord? Donc on a taiyang, shaoyang, yangming. Externe, mi-interne, mi-externe, interne. Et en face, on a la même chose. C'est-à-dire qu'on a une externe yin, le shaoyin, un mi-interne, mi-externe yin, le tueyin, et un interne yin, le taiyin. D'accord? Donc vous avez en fait 3 niveaux que nous allons voir maintenant. Vous avez en réalité 3 niveaux, extérieur, intérieur, mi-interne, mi-externe. 3 yang et de la même manière 3 yin. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on entend par extérieur, intérieur, mi-interne, mi-externe? C'est aussi une des spécificités de ce courant. Donc, non content de les comprendre en dehors du système des organes sans fou ou des liens qu'on a l'habitude de découvrir dans l'acupuncture, c'est-à-dire où le taillant sera associé à la vessie et à l'IG, d'accord? Donc là, pas du tout. C'est simplement associé à un externe yang, d'accord? Donc ça, c'est vraiment la toute première différence fondamentale de ce système. Ce système comprend donc l'extérieur comme tout ce qui implique, toutes les pathologies qui impliquent la peau, les muscles, les tendons, les os, les articulations. Donc en résumé, tout ce qui se trouve à la surface, à l'extérieur du corps. D'accord? Je viens de dire à la surface, je dois dire à l'extérieur du corps. Parce que les os ne sont pas à la surface, mais ils sont considérés dans cette vision comme étant à l'extérieur du corps. D'accord? Ensuite, je vous propose de rentrer directement dans le cœur rouge,
où on parle d'interne. L'interne, en fait, implique un élément du système digestif, que ce soit l'œsophage, l'estomac, la rate, le gros intestin ou l'intestin grêle, d'accord? Donc ça, c'est cette vision-là d'interne. Et ensuite, il nous reste, entre les deux, le mi-interne et le mi-externe. Ce mi-interne, mi-externe implique la région entre l'intérieur et l'extérieur et intègre les espaces au niveau de la poitrine, de l'abdomen et de la région thoracique latérale. Donc vous voyez, au travers des 6 niveaux, on a une compréhension du corps qui se distingue en extérieur, intérieur, mi-interne, mi-externe. Ensuite, une autre spécificité de ce système, c'est qu'ils font la part belle en fait à la théorie fondamentale, notamment les 8 principes qui sont les Bagang. Donc, pour ça, les Bagang, en fait, il y aurait beaucoup à dire, c'est-à-dire que de base, c'est une théorie que l'ensemble de la profession devrait maîtriser et doit connaître ces 8 principes. Donc, par 8 principes, en réalité, on entend l'interne, l'externe, le froid, la chaleur, déficience, plénitude et yin et le yang. Sauf qu'on se rend compte, en fait, au fur et à mesure des formations, qu'il y a quand même certaines lacunes, même sur des éléments aussi fondamentaux que ces 8 principes. À ce niveau-là, pour compléter ces lacunes, Philippe en fait a pensé à une formation en ligne qui reprend en fait tout ça et non pas juste théorique mais qui en fait va vous donner les outils pour appliquer les 8 principes, les Bagang au travers du diagnostic, d'accord. Si vous avez un quelconque doute sur votre capacité à les utiliser, c'est réellement une formation fondamentale avant d'attaquer toute autre formation. C'est-à-dire que avec ça, vous allez pouvoir construire et mieux comprendre si vous voulez nous suivre ensuite sur la formation de pharmacopée chinoise. Mais voilà, si vous sentez un peu fébrile sur ces notions qui sont réellement normalement fondamentales, je vous conseille réellement de faire l'effort de suivre cette formation. Et donc, si on revient finalement à notre Yang Ming de tout à l'heure, d'accord, on le considère comme une chaleur-plénitude. Chaleur-plénitude, où ça, à l'interne et Yang, d'accord. Donc, vous vous rappelez, un interne et Yang sur notre échelle externe, mi-interne, mi-externe, donc super interne, interne, du côté Yang, Yang, Yang Ming, d'accord, avec une chaleur et une plénitude. Et voilà nos Bagang. Un autre élément, si vous voulez, c'est la compréhension de la physiopathologie que permet en fait l'étude de ces 6 niveaux. Ces experts, en fait, à partir des Bagang, des 8 principes et des textes qui composent notre base de réflexion, donc je rappelle le Shanghanun et Qinghui, sincèrement à la fin, vous vous en souviendrez. Les experts ont établi une physiopathologie de ces systèmes, d'accord. Et donc cette physiopathologie, par exemple, si on la prend là pour notre exemple, pour le Yang Ming, elle est décrite ainsi. Le domaine de l'estomac est plein, plénitude, notion d'accumulation interne, de chaleur dans les organes du Yang Ming avec des signes d'abdomen gonflé, plein, n'appréciant pas la pression. Ça vous fait référence au Bagang, d'accord, de suite. C'est des parallèles que vous devez faire systématiquement. Constipation ou défécation difficile, chaleur et sécheresse dans les organes du Yang Ming, sécheresse de l'estomac et soif, la chaleur et la transpiration lèsent les liquides, langue sèche, dysphorie, chaleur. Donc on voit qu'avec ces éléments-là, en fait, tout à l'heure, le cas clinique que je vous présentais est en réalité extrêmement représentatif d'une chaleur du Yang Ming. Ça fait donc réellement écho au cas clinique qu'on vient de voir. Chose que, en fait, j'ai fait intentionnellement. Pourquoi est-ce que je vous présente ce genre de cas? Parce que voilà, ce sont des cas très, très représentatifs et qui font aussi écho aux articles que j'ai écrits précédemment, ce qui vous permettront en fait cette vidéo et les articles de réellement plonger au cœur de cet univers et vraiment comprendre, et si ça fait écho chez vous, de rejoindre cette formation. Ici, j'ai oublié, non pas oublié, mais j'ai, par manque de temps,
décidé de ne pas parler d'un élément, le pouls en fait. Mais bien entendu, le pouls est, est un élément majeur qui fait partie intégrante du diagnostic pour diagnostiquer les pathologies. À ce sujet, cette formation vous permettra réellement de comprendre et de maîtriser les pouls. Un week-end entier, en fait, est destiné à la pratique et à la maîtrise des pouls, et un cours enregistré de plusieurs heures vous sera mis à disposition. L'idée, en fait, c'est d'essayer. Pourquoi est-ce que le cours sur les pouls a été enregistré? C'est pour justement dégager du temps. Parce que qu'est-ce qui se passe, en fait, c'est que souvent dans les formations, on passe tout un temps à étudier la théorie, sauf que et derrière la pratique, vous en faites quasiment pas, ou alors ça reste très vague. Alors que si en amont vous faites l'effort d'apprendre, parce qu'en fait les pouls c'est pas sorcier, il vous suffit d'apprendre d'abord les définitions. Si vous venez avec ces définitions-là en tête, qu'elles sont claires, combien de pouls flottants, qu'est-ce qu'un pouls flottant, quels sont les aspects du pouls que je dois regarder, que je dois palper, quelle est la définition d'un pouls normal. Avec toutes ces définitions-là, une fois que vous les avez assimilées, que vous les avez intégrées, qu'elles sont claires pour vous, lorsque vous allez venir palper, vous allez saisir la définition du pouls. Parce que pour le définir, il faut d'abord connaître la définition. C'est-à-dire que vous allez savoir quoi chercher sous les doigts pour pouvoir définir les pouls. Donc les pouls, c'est pas compliqué. Il suffit d'avoir la bonne méthode pédagogique pour vous les enseigner. Donc si les pouls pour vous sont peu clairs, qu'il y a encore des choses qui ont mal été expliquées, que vous n'avez pas vu dans vos écoles ou peu importe, cette formation finalement va permettre de combler ces lacunes. On va vous guider pour vous permettre de maîtriser ces pouls, pour pouvoir les employer dans votre pratique clinique, et non pas comme c'est le cas, voilà, d'avoir simplement une étude théorique des pouls, mais réellement venir à la fin de ce week-end entier, consacré aux pouls, dès le lundi, les appliquer dans votre pratique. Je vais présenter maintenant le dernier point de cette brève présentation. C'est un des éléments majeurs de cette lignée, c'est ce qu'on appelle les Fangzheng. C'est en fait, comment dire, Fangzheng en chinois, ça veut dire syndrome prescription, d'accord? Ils sont établis en fait de la manière suivante. Sur les liuding, mais aussi surtout sur les textes du Shanghanlun et du Jingui Yaoliue. Voici là un extrait du cours en fait. Comment est-ce que ça fonctionne? Je vous ai expliqué. On va d'abord vous faire un texte, comment dire, un cours théorique pour vous expliquer les liuding, et ensuite on va étudier les prescriptions. Et en fait, on va étudier les prescriptions au travers de leur syndrome prescription. Et ces syndromes prescriptions-là, ils sont décrits dans les deux textes, je vous le donne en mille, le Shanghanlun et le Jingui Yaoliue. Donc par exemple, là c'est un extrait du cours que vous pourriez avoir sur donc, la formule Baihuja Zhenshentang. Paragraphe 222 du Shanghanlun stipule que s'il y a une soif avec envie de boire de l'eau, une bouche et une langue sèche, Baihuja Zhenshentang est essentiel. Si on continue plus loin, le Jingui Yaoliue évoque les indications de cette prescription pour la transpiration sans aversion pour le froid, sans aversion pour le froid. Si vous retournez, j'ai intentionnellement répété cette phrase, d'accord? Fièvre et soif, Baihuja Zhenshentang est essentiel. Pour vous permettre et vous donner un petit tips comme ça, qui est important dans cette lignée, ou dans l'appréciation en fait que l'on fait dans l'évolution des maladies au niveau du Shanghanlun. Cette aversion pour le froid en fait signe un taiyang, d'accord, une attaque externe, une atteinte externe, qui fait que le pervers resterait à la surface. À partir du moment où il n'y a plus cette aversion pour le froid, mais qu'il y a toujours ces phénomènes de chaleur et notamment de transpiration, le pervers est rentré à l'interne, qui veut dire dans le yangming. On appelait l'interne le cœur rouge, l'externe les os même, la peau, la surface, d'accord? Donc voilà, une petite idée. Donc vous comprenez pourquoi est-ce que, si on revient au background, l'interne, l'externe, et la dialectique finalement, qu'utilise cette lignée pour à la fois faire son diagnostic et son traitement. Et donc vous voyez que lorsqu'on étudie nous les prescriptions, on revient au texte classique et
aussi avec le chinois. Je pense que c'est une des raisons qui a fait que j'ai appris le chinois. C'est qu'en fait, quand je suivais les formations, je voyais tous ces caractères magnifiques. Je savais pas ce que ça voulait dire et ça m'a vraiment donné envie d'étudier le chinois. Donc voilà, ces différents passages démontrent que Baihuja Zhenshentang est importante pour clarifier la chaleur, certes, mais également pour traiter la soif engendrée par une lésion des liquides. Là encore, je vous renvoie à la lecture de l'article dont je vous parlais tout à l'heure de Shegao. Je voulais rajouter que le système que nous vous proposons d'étudier est en réalité un système que l'on dit basé sur les Leifang. Leifang, qu'est-ce que c'est? C'est un terme chinois, d'accord, mais c'est surtout une manière d'aborder la pharmacopée. C'est une manière qui permet de classer les prescriptions en famille. Et cette méthode présente réellement l'avantage de comprendre plusieurs formules en même temps. Par exemple, ici, nous avons vu donc Baihuja Zhenshentang, qui en réalité fait partie d'une plus grande classe de formules qu'est la formule Baihutang, d'accord? Donc une prescription emblématique du Yangming que nous pouvons modifier en fonction des situations et des symptômes rencontrés. Et c'est là, à mon sens, le secret pour en finir avec le mythe d'une pharmacopée inaccessible, d'accord? Car étudier la pharmacopée par les grandes prescriptions, puis leur modification, vous permet en fait en même temps d'apprendre le diagnostic, le traitement, donc les grandes formules, mais aussi la materia médicale. Et les choses se font naturellement et sans effort, si tant est qu'il ne faille pas d'effort pour apprendre la pharmacopée, mais ça se fait beaucoup plus naturellement en réalité. Et donc pour ceux qui le souhaitent ensuite passer à une étude plus approfondie de la matière médicale, c'est possible et c'est disponible. Mais vous y viendrez dans un second temps, d'accord? Déjà familier des plantes et de leurs utilisations. Ainsi, dans un cours ultérieur, vous pourrez vous concentrer en fait sur les spécificités techniques comme les grammages des plantes, les contre-indications, les pas de jeu, etc., etc. Tous ces éléments en fait qui sont essentiels et qui sont indispensables, mais qui sont impossibles à assimiler si vous étudiez d'abord la matière médicale. Et donc c'est pour ça qu'en fait, avec ce genre de formation, la pharmacopée devient vivante, devient pratique, devient clinique. D'accord? Et vous l'assimilez d'un bloc et vous faites directement des connexions. L'apprentissage, c'est faire des connexions, d'accord? Et grâce à cette pédagogie, les connexions sont déjà faites et donc vous allez pouvoir mieux retenir. Et donc, plus besoin d'avoir peur de ce grand monstre qu'on nous a fait miroiter qu'est la pharmacopée chinoise. Si vous l'appliquez en fait au travers d'un prisme, d'une application clinique, de connexions faites que nous permettent de faire parce qu'on classe les prescriptions en grandes familles et de comprendre les modifications de ces prescriptions-là pour apprendre la matière médicale, les choses sont extrêmement plus simples, croyez-moi. D'accord? Donc voici que cette présentation touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura ouvert de nouvelles possibilités. J'entends par nouvelles possibilités que vous auriez compris en fait qu'il existe une manière d'apprendre et d'étudier la pharmacopée, mais surtout de l'appliquer en fait, qui est différente de ce qu'on vous propose généralement. Si j'ai personnellement rejoint Philippe sur ce projet, c'est parce qu'au travers de cette formation, en fait, de grands changements se sont opérés en moi. Grâce à la méthode en elle-même, qui est plus pratique, plus dynamique, et qui nous permet de nous adapter à la réalité des patients, mais surtout grâce à la pédagogie de cette formation. Une pédagogie en plus qui a fait ses preuves, puisque la formation existe depuis maintenant de nombreuses années et a déjà influencé des dizaines de praticiens. Pour ma part, avec mes compétences donc, de lecture du chinois, les recherches que j'ai pu faire, mais surtout grâce à mon expérience d'étudiant, j'ai pu venir lisser encore un peu plus cette formation. Donc si vous cherchez des solutions pour maîtriser la pharmacopée chinoise, à mon sens, c'est la formation qui va changer votre regard et votre pratique. Donc pour cela, vous pouvez prendre contact avec nous pour cette formation sur le site siono.com et pour plus de détails pour les inscriptions de la même manière dans l'onglet formation supérieure en pharmacopée chinoise.
Je vous renvoie également à la page des articles du même site, que vous trouverez plusieurs papiers qui vous permettront d'approfondir encore un peu plus votre compréhension de ce système. Je vous souhaite une agréable journée, je vous remercie de votre écoute, de votre patience, et surtout n'hésitez pas à nous contacter, d'accord, si vous avez des questions sur ce style de pharmacopée, ou vis-à-vis, si vous avez des feedbacks à nous faire remonter vis-à-vis de ce genre de format. Voilà, si les choses sont utiles, que ça a éveillé des choses chez vous, voilà, ça va nous permettre dans un avenir proche de vous proposer d'autres contenus de ce genre. Donc n'hésitez pas à passer par le site pour nous faire part de tout ça. Donc je vous souhaite donc une bonne journée et je me réjouis d'avance de pouvoir échanger avec vous. Et je vous dis donc, j'espère en tout cas, à très bientôt. Au revoir.